Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission de Zoom Appalaches. Alors, tel que promis au cours des dernières semaines, j'ai le plaisir d'accueillir le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Et c'est la première fois qu'on a l'occasion de l'accueillir en 2018 et également depuis son élection de novembre dernier. M. Brousseau, d'abord, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Félicitations pour votre élection de novembre. Merci. Et une excellente année 2018. Bien, pareillement pour vous, mon cher M. Fecteau. Alors, M. Brousseau, d'abord, le résultat de l'élection de novembre dernier. Alors, comment interprétez-vous le résultat de cette élection? D'abord, on peut parler d'une belle victoire. Par contre, on regarde votre adversaire qui n'a pas fait campagne et qui est quand même allé chercher un nombre de votes relativement substantiel. Alors, comment vous expliquez la situation? Bien, écoutez, c'est sûr que quand on prend ça avec un peu de recul, puis je suis quelqu'un qui aime bien aussi analyser les résultats politiques, donc j'essaie de m'élever au-dessus de ça, puis pas nécessairement regarder du point de vue du candidat qui a gagné l'élection, mais de quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe. C'est sûr que quand on connaît bien la politique aussi, quand il y a une élection comme celle-là, où est-ce qu'il y a plus ou moins de courses, disons-le, de cette façon-là, ben les gens vont parfois se servir de cette élection-là pour y aller avec un vote d'opposition. Donc, probablement que M. Poulain est allé chercher quand même des votes de gens qui l'appréciaient, mais c'est certain qu'il y a une bonne partie de ces votes-là, que c'est des gens qui, pour différentes raisons, s'opposaient à certaines décisions que le conseil municipal sortant avait prises. Et puis, c'est de bonne guerre. Je pense que c'est régulièrement comme ça. Moi, j'ai parlé avec différentes personnes qui ont occupé mes fonctions ou qui s'intéressent à la chose politique municipale. Et puis, en fait, on parle souvent du ratio du 80-20. Là. Il y a environ 20 de la population pour lesquels c'est toujours difficile d'aller les chercher, d'aller les convaincre. Bien, quand on regarde le résultat de l'élection, je pense qu'on est pas mal dans cette cible-là. Donc, c'est pas quelque chose qui était étonnant pour moi de ce côté-là, parce qu'effectivement, il n'y a pas réellement eu de campagne, il n'y a pas d'idées qui ont été proposées non plus de la part de mon adversaire. Donc, c'est sûr que je le prends plus comme un vote d'opposition que comme un vote en faveur de mon opposant. Et vous allez tenir compte de cette tranche de population au cours de votre mandat? Bien, en fait, on essaie toujours de tenir compte de tout le monde en ville. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prend les décisions qui sont bonnes pour la majorité des citoyens de la ville. Il y aura toujours des décisions qu'on va prendre qui vont déplaire à des gens. Et puis, malheureusement, c'est le fait de la politique, c'est ça. En fait, on peut pas satisfaire tout le monde parce que on le voit lorsqu'on se promène sur le terrain, des gens qui vont nous demander de virer à gauche, des gens vont nous demander de virer à droite. Fait qu'à partir de quand on décide sur quel bord qu'on vire, il y a des gens qui ne seront pas satisfaits. Il n'y aura jamais unanimité. Donc, en autant qu'on prenne les meilleures décisions possibles pour l'intérêt de la ville, c'est notre objectif. Puis on pense que dans ce temps-là, on va rejoindre la très grande majorité des citoyens. Puis si on suit sur le résultat de l'élection, ça semble être le cas. Vous êtes à la tête d'un conseil municipal qui a été renouvelé partiellement. Alors, si vous nous parliez de votre nouveau conseil, puis également du fait que vous allez devoir travailler maintenant avec 2 conseillers en moins. Oui, bien, en fait, ça, c'est une donnée qui est importante parce que, entre autres, parce que récemment, j'ai eu à répartir les commissions municipales de chacun de nos conseillers. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, oui, on a le conseil municipal en tant que tel qui tient ses réunions tous les lundis. Mais on a une quarantaine de comités où est-ce que j'ai à placer des gens. Ça fait que de passer de 10 à 8 conseillers, c'est sûr que ça peut venir alourdir la tâche des conseillers qui étaient là actuellement parce que c'est pas nécessairement visible, mais quand même, il y a la commission des finances, la commission des travaux publics, la commission de l'environnement, la commission des loisirs, la culture. Il y a vraiment plusieurs comités, en plus de comités où est-ce qu'on est présent à l'externe. Donc, c'est sûr que ça demande beaucoup de temps de la part de notre monde. Maintenant, par rapport aux personnes qui sont là autour de la table, en fait, c'est sûr qu'on prend toujours le résultat de la population, puis on a à faire confiance à la population par rapport à leur choix. Puis effectivement, je pense que les personnes qui ont été choisies, c'est des personnes de qualité, qui ont des bagages qui sont différents, qui vont nous permettre d'alimenter la discussion autour de la table, parce que l'objectif, c'est ça. On veut avoir des gens qui expriment leur opinion autour de la table et puis qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de remettre en question nos façons de faire puis les décisions qu'on est en train de prendre pour prendre en bout de ligne la meilleure décision possible.
Bien, du même souffle, j'aimerais aussi remercier les conseillers sortants, soit ceux qui n'ont pas été réélus ou ceux qui ne sont pas présentés, parce que de s'impliquer dans la vie politique municipale, c'est quand même un don de soi, parce que ça nécessite beaucoup, beaucoup d'investissement en temps. Donc, je tiens à les remercier. Puis du même coup, je félicite ceux qui ont choisi de continuer ou les nouveaux qui ont choisi de s'investir aussi là-dedans, parce que c'est un sacrifice de vie familiale aussi, puis je peux en parler, de s'impliquer en politique. Oui, parce qu'il y en a parmi ceux qui ne sont pas de retour, qui l'ont constaté, là, peut-être de façon peut-être brusque, là, dans le sens qu'ils ont trouvé que c'était une charge de travail. Bien, c'est une charge de travail importante. Il y a beaucoup de choses que nos élus vont faire de façon volontaire au niveau de leur présence à différentes activités. Tout le monde ne le faisait pas de la même façon, c'est sûr et certain. Ça appartient à chacun. C'est sûr que moi, je suis peut-être un peu plus la vieille école de ce côté-là. Là. En fait, j'essaie de participer à toutes les activités auxquelles je suis invité. Donc, c'est sûr que ça demande beaucoup de temps. Ça fait en sorte qu'on est à peu près jamais à la maison, mais c'est quand même un travail qui est très stimulant. Là, donc, je suis très content de pouvoir continuer. Comment entrevoyez-vous ce deuxième mandat? Bien, en fait, on est dans une période qui bouge beaucoup pour la ville. Donc, il y a beaucoup de choses positives qui sont en train de se produire. Il y a des dossiers qui ont été en discussion pendant des années à la ville de Thetford, puis qu'on a réussi à concrétiser. C'est sûr que notre mandat principal, présentement, je considère que c'est vraiment au niveau de l'attraction de la main-d'œuvre, la visibilité qu'on va donner à notre ville, à notre région, parce que notre développement économique va bien, nos entreprises vont bien, mais actuellement, leur développement est freiné par l'accessibilité de la main-d'œuvre. C'est un problème majeur. Nos entreprises ont commencé à aller recruter des gens à l'international. C'est sûr qu'on va les soutenir dans cette voie-là, mais de quelle façon aussi on peut mieux se positionner pour attirer des travailleurs qui proviennent des environs, qui proviennent du Québec, sans être obligé d'aller les chercher aux Philippines, en Tunisie ou au Mexique. Donc, parce que présentement, c'est ce qui se produit chez nous. Là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un enjeu qui est majeur. Puis, tout ça est relié beaucoup aussi au dossier de l'image de la ville parce que on traîne peut-être un passif négatif au niveau de l'image de notre ville. On n'est plus la même ville qu'on était. Maintenant, il faut que ça se sache. Il faut que les gens comprennent que chez nous, il y a de l'emploi, que chez nous, il y a une qualité de vie, que chez nous, les propriétés sont tellement accessibles qu'on peut devenir propriétaire dès le départ dans notre carrière. Donc ça, il faut le faire savoir. Puis on va travailler là-dessus définitivement parce que c'est ce que ça va prendre pour notre développement. Donc, faire connaître la nouvelle Thetford, faire connaître aussi, développer notre potentiel touristique parce qu'on a été, j'ai envie de dire, presque absent de cette économie-là pendant des décennies. On avait quelques attraits intéressants, mais qui n'avaient peut-être pas un pouvoir d'attraction suffisamment fort qui faisait en sorte qu'ils faisaient leur petite affaire ou que c'était plus pour les gens de passage. Maintenant, au niveau de nos infrastructures hôtelières, nos infrastructures d'accueil touristique, nos attraits touristiques, on est vraiment passé à un autre niveau qui fait en sorte que vraiment, on peut commencer à attirer davantage les gens qui vont venir spécialement pour ça et non pas juste des gens de passage qui vont tenter d'en profiter. Le centre de congrès est un exemple parfait de ça. En fait, on n'était pas capable de recevoir des réunions d'affaires de plus de 20 personnes à peu près chez nous. Là. C'était catastrophique de ce côté-là, ce qui faisait en sorte que pour tout colloque ou réunion d'affaires ou congrès, personne n'est jamais chez nous. Donc là, il y a des gens de partout au Québec qui vont avoir un prétexte pour venir passer du temps chez nous, connaître notre région, profiter de nos restaurants, profiter de nos autres attractions touristiques, de nos terrains de golf, puis nos hôtels, évidemment, qui vont bien fonctionner. Fait que ça, c'est intéressant. Là. Les infrastructures sont là. Je parle du centre des congrès, entre autres. Il y a quoi à faire comme travail et qui va faire ce travail-là? En fait, c'est sûr que de la façon qu'on fonctionne, on se souvient que la structure de tout ça, parce que c'est peut-être pas clair dans l'esprit de tout le monde, on a un promoteur privé qui a construit un hôtel. L'hôtel appartient au promoteur privé. C'est la ville qui construit le centre de congrès maintenant. On a donné à contrat la gestion de notre centre de congrès au promoteur hôtelier avec un contrat de 40 ans. Donc, c'est sûr que le développement d'affaires du centre de congrès, c'est au gestionnaire, donc le même promoteur que l'hôtel, c'est eux qui ont à faire virer ça. En même temps, nous, on va investir des sommes en promotion de façon annuelle. On a créé un organisme lucratif qui va pouvoir gérer ces sommes-là. Mais en même temps, ce qu'on veut faire pour se donner encore plus de chance, c'est qu'on va créer un bureau de gestion des événements pour faciliter toute venue d'événements qui vont pouvoir générer de l'activité économique, de l'activité touristique, des nuitées, pour faire en sorte qu'on ait les meilleures retombées possibles. Mm-hmm. Donc, évidemment, on a l'Office de tourisme qui va travailler là-dedans. La ville va s'impliquer. Mais aussi pour avoir le meilleur succès possible avec un centre de congrès,
en fait, c'est la responsabilité de tout le monde. À peu près tout le monde qui est dans un milieu de travail va participer. Tout le monde qui travaille en fait dans des bureaux ou dans la gestion de différents organismes ou entreprises va participer à des réunions d'affaires, des congrès, ils vont faire partie d'un conseil d'administration d'un organisme quelconque. Bien, toutes ces réunions-là qu'on est habitué d'aller à Québec, à Lévis, à Montréal, à Valleyfield, à n'importe où au Québec, là, bien, notre tour vient là, maintenant. Il est temps qu'on arrête d'aller à Rimouski, Rivière-du-Loup, puis que les gens lèvent la main pour dire on a un nouvel hôtel, on a un nouveau centre de congrès chez nous. Pourquoi la réunion d'affaires, la réunion là, où est-ce qu'on est en train de participer? Là, présentement, je suis dans un colloque à Rimouski. Là, bien, il faudrait que j'aille voir le responsable de l'organisation pour dire l'année prochaine, ce colloque-là, il faut qu'il soit à Thetford. OK. Et le centre des congrès, physiquement, devrait être prêt pour... on parlait des Jeux du Québec, ça sera prêt? Ah ben absolument. En fait, l'échéancier, c'est en juin juin de cette année, juin 2018. Donc, c'est définitivement que ça va être prêt pour les Jeux du Québec, en fait, parce que le site va servir de site de compétition pour les Jeux du Québec. On ne veut absolument rien savoir d'un chantier de construction en plein cœur d'un site de Jeux du Québec, là. Début décembre, vous avez voté, je dis début décembre, je pense que c'est le 22, alors c'est plus à la fin. Vous avez voté le nouveau budget 2018. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des finances de la Ville? Est-ce que financièrement, la Ville de Thetford Mines est en santé? Oui, financièrement, ça va bien. En fait, il y a eu beaucoup de construction. Hein. Je me permets de faire le parallèle avec les permis de construction qu'on émet depuis quelques années. On a eu une année exceptionnelle, c'est il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'on a fait 82 millions de permis de construction. Puis encore cette année, l'année qui vient de se terminer, je pense que c'est notre deuxième ou notre troisième meilleure année à vie avec plus de 50 millions de permis de construction. Bien, ça fait en sorte qu'il y a plus de valeur foncière, donc plus de gens qui payent des taxes à la Ville. Donc ça, de ce côté-là, ça va bien. On a fait une gestion des finances qui est extrêmement serrée. Au cours de notre premier mandat, en fait, sur 4 ans, il y a 2 années où est-ce qu'on a réussi à baisser les taxes. Donc ça, c'est quand même pas banal. Et puis maintenant, on avait à travailler le budget. On sort d'une campagne électorale où les gens nous ont parlé énormément de pavage. Donc, on a choisi cette année d'investir beaucoup plus en pavage. On se souvient qu'on a le bac brun qui commence à être payé cette année sur le compte de taxes. Donc, je vous dirais qu'au niveau des finances municipales, c'est parce qu'on a choisi cette année d'investir davantage dans notre réseau routier et qu'on commence à payer le bac brun. Sinon, on aurait été en mesure de livrer un compte de taxes en hausse cette année en faisant juste quelques aménagements supplémentaires. Mais sinon, la hausse de taxes, si on inclut le bac brun, qui est une dépense ponctuelle, on parle de 1,8 % d'augmentation, alors que l'indice des prêts de consommation est à 1,6 %, donc on est à peu près dedans. En dollars, ça représente une quarantaine de dollars environ, incluant le bac brun qui est à 17 $. Okay. Donc, c'est quand on regarde qu'est-ce qu'il y en a. En asphalte, cette année, c'est 415 000 $ de plus qu'on va investir environ, là. Ça fait que c'est pratiquement... je me souviens, c'est pas tout à fait 3 fois plus que lorsqu'on est arrivé il y a 4 ans maintenant. Donc, okay. on a investi beaucoup plus qu'on investissait avant en pavage. Et moi, je vous repose la question que j'avais posée en conférence de presse. Quand on parle de pavage, est-ce qu'on va parler davantage de rapiessage que de vraiment du pavage? Bien, en fait, on va aller regarder l'état des infrastructures. C'est sûr que lorsque l'état de l'infrastructure demande un plus gros travail, bien, on va faire une moins longue distance, mais on va réparer en profondeur. Donc, si c'est juste une petite réparation, parce que des fois, d'investir avec des petites réparations, ça fait en sorte d'améliorer la durée de vie de nos infrastructures, bien, on va le faire, là. Mais c'est sûr que lorsqu'il y a un besoin important qui se fait dans l'infrastructure, on va la réparer, faire en sorte que ça soit durable. Parce que le pavage, c'est des coûts presque faramineux. C'est vraiment des très, très grosses dépenses. Ça fait que c'est pour ça que les gens nous en demandent toujours plus. Puis les gens aimeraient en plus avoir la baisse de taxes. À un moment donné, il faut savoir que ça coûte très cher faire du pavage. Donc là, cette année, on veut quand même améliorer notre rattrapage sur la qualité de nos infrastructures. Donc on investit un peu plus cette année. Puis on verra si les gens sont prêts à continuer à payer au cours des prochaines années, on investira davantage. Sinon, on pourra réduire un peu si les gens veulent moins payer de taxes. Mais en même temps, on ne l'invente pas l'argent. Hein. Les dépenses qu'on fait, c'est les citoyens qui doivent les payer. Et puis cette année, on a senti que les gens voulaient qu'on augmente la qualité de notre réseau routier. Et puis en même temps, nous, on a toute l'analyse de la qualité de notre réseau routier qui nous dit qu'effectivement, on avait un petit retard. Donc, il faut investir si on veut le rattraper. OK. Et en termes de coût, du kilométrage, est-ce que vous avez une idée
de ce que ça coûte Écoutez, un kilomètre de... j'ai une idée, mais c'est tellement pas frais à ma mémoire que si je vous dis un chiffre, ça va être n'importe quoi. Donc, mais c'est sûr que c'est des dépenses importantes, là. OK. Maintenant, on parle de budget. Le budget de la ville de Thetford est de quel ordre? C'est autour de 42 millions de dollars environ. OK. Alors, ça fait des sommes très importantes là, à gérer. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est sûr que la masse salariale est un point important là, au niveau de ça. Les travaux publics, c'est beaucoup aussi au niveau des loisirs, hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'infrastructures de loisirs. Donc, c'est des dépenses majeures. Évidemment, le déneigement, l'eau potable, c'est des coûts importants. Et les loisirs, ben, on sait que ça ne rapporte pas la gestion d'un aréna et tout ça. C'est toujours difficile. En fait, on n'est pas des entreprises privées à but lucratif. Hein, ça fait que les services qu'on offre là, sont toujours à perte. Là, donc, mais en même temps, si on veut offrir une belle qualité de vie à nos citoyens, on doit leur offrir des services de loisirs. Quand on parle de revenus pour la ville, ça se limite à quoi? La taxe foncière? Bien, c'est sûr que la très, très grande majorité vient de la taxe foncière. Ça fait que quand les gens entendent parler dans les médias de revendications du monde municipal qui disent qu'il faudrait diversifier nos revenus, il faudrait qu'il y ait un transfert d'un pourcentage de la taxe de vente, par exemple, qui soit versé aux municipalités, d'autres types de revenus, bien, c'est important parce qu'en fait, la taxe foncière, ça veut dire qu'en fonction de la valeur de notre maison, on paye nos taxes. Mais à un moment donné, la quantité de services qu'on reçoit finit par être quand même semblable d'une maison à l'autre. Ça fait que ça devient un peu inéquitable de toujours charger beaucoup plus à la grosse maison. Mais en même temps, présentement, le système est fait comme ça. Donc, nous, on n'a pas le choix, mais c'est sûr qu'on revendique d'autres façons de pouvoir financer nos activités. Là. OK. Au niveau de la dette, Service de la dette vient chercher un bon montant? Oui, c'est sûr. Mais en même temps, à chaque année, nous, depuis qu'on est là, on a réussi à diminuer nos emprunts. Donc, notre façon de faire le budget, puis ça a été la même chose encore cette année, c'est qu'on regarde qu'est-ce qu'on a remboursé sur notre capital pendant la dernière année et on choisit de réemprunter moins que cette somme-là. Donc, c'est toujours 100-200 000 de moins par année qu'on a réemprunté par rapport à ces projets-là. Ah, on finit par gagner du terrain. Effectivement, puis cette année, on a vu justement les intérêts qu'on a payés sur la dette qui ont diminué. C'est en fonction de cette discipline-là qu'on s'est donnée dans les dernières années. Par les années passées, puis je prends seulement votre dernier mandat, ou le premier finalement, il y avait des projets d'envergure. On parlait du centre de congrès, on parlait de KB3, on parlait des Jeux du Québec. Est-ce qu'il y a de ces projets-là qui sont envisageables maintenant pour votre deuxième mandat? Oui, à différentes envergures. En fait, c'est sûr que dans le dossier de KB3, mais la Ville est intéressée à KB3, c'est sûr, pour la phase 1, mais la Ville est intéressée beaucoup aussi au parc urbain qui venait entourer ce site-là. Donc ça, on espère être en mesure de pouvoir attacher ça parce que ça serait tellement un bel endroit pour nos citoyens de pouvoir agrandir un peu le centre-ville avec un terrain comme ça qui serait tellement bien aménagé. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Dans le monde agricole, on a un projet de centre de transformation agroalimentaire qui viendrait s'annexer au bâtiment du marché public. Donc, encore une fois, dans le centre-ville, voisin KB3. Donc, ça, c'est quelque chose que le dossier est prêt, le dossier est mature, il reste à trouver le financement. Donc, on espère que ça va pouvoir se concrétiser. Ce serait un centre qui desservirait peut-être à 100-150 km à la ronde, là, parce que ce n'est pas très courant, des centres comme celui-là. J'aimerais beaucoup travailler avec la géothermie. On a un des potentiels géothermiques les plus importants au monde. Donc, on va regarder, voir si on n'est pas capable de faire des premiers projets pilotes cette année, mais on a vraiment un potentiel incroyable de ce côté-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a un potentiel comme celui-là? C'est la présence des galeries souterraines qui se sont inondées. Donc, Okay. Ce que j'ai appris, c'est que ces galeries-là sont interconnectées à plusieurs endroits. Donc, ça fait une masse d'eau qui est gigantesque qui peut être pompée là, pour servir pour la géothermie. Donc, ça, c'est vraiment... Puis en plus, ben, c'est situé à proximité des milieux bâtis. Donc, c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Un autre projet en termes de loisirs qu'on aimerait réaliser, en fait, c'est une structure de sport intérieur. Donc, pas nécessairement un stade couvert, mais peut-être... en tout cas, on va regarder les différentes possibilités, mais un dôme, comme on a vu, par exemple, je suis allé visiter le dôme des capitales de Québec. C'est quelque chose qui pourrait être très intéressant parce qu'en fait, on a plusieurs équipes de sport qui en période hivernale, ne peuvent absolument pas pratiquer.
Donc, OK. c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, entre autres pour le cégep avec ses équipes de sport comme le football, là. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Là, ça serait réalisable avec d'autres organismes comme le Cégep ou la commission scolaire. C'est sûr que le cégep a un intérêt dans ça. Ça m'a été confirmé. Donc, on va travailler avec eux, voir qu'est-ce qu'il y en a. Commission scolaire, j'imagine que comme utilisateur, ça pourrait. S'ils veulent participer au projet, bien, tant mieux. On va avoir des discussions avec eux aussi pour voir leur intérêt. Parce qu'eux aussi ont une équipe de football, pour des sports qui pourraient être utilisateurs de cette structure-là, là. OK. Il y a des dossiers aussi qui sont un petit peu plus pointus que d'autres. Je pense entre autres à celui des résidus, le traitement des résidus face à l'interdiction de l'amiante. Alors, il se passe quoi et vous souhaitez quoi? Bien, en fait, c'est intéressant. Le dossier est chaud parce que là, présentement, on est en processus de consultation avec le gouvernement fédéral. On sait que le gouvernement fédéral a choisi de bannir l'amiante. Plus ils regardent ça, plus il y a certains aspects qui reculent parce qu'ils se rendent compte que c'était peut-être pas si logique de la façon qu'ils voulaient aller. Donc, déjà, au niveau des résidus miniers, dans les dernières communications qu'on a, ils semblent reculer à l'effet de nous... dans le fond, ils nous laisseraient la possibilité d'utiliser les résidus miniers dans plusieurs domaines, même certains domaines où est-ce qu'on n'était pas certain qu'ils nous donneraient la permission. Je pense à l'aménagement paysager, par exemple. De la façon que c'est formulé actuellement, c'est qu'ils disent, nous, on pourrait être d'accord si le gouvernement provincial est d'accord. Donc, c'est sûr que le travail va se faire avec le gouvernement provincial. Pas toujours si facile avec eux. Je pense à la santé publique, entre autres. Mais toujours est-il qu'on a quand même une armée de scientifiques au gouvernement fédéral qui sont prêts à dire on est d'accord. Fait qu'on espère que le gouvernement provincial, au niveau de la santé publique, vont avoir une oreille attentive et un peu de collaboration pour qu'on puisse boucler un dossier dans ça, là. Au moment où l'émission sera diffusée, on est fin janvier, il y a un dossier qui nous est sauté carrément la figure à la mi-janvier, celui du centre de psychiatrie, des services de psychiatrie à l'hôpital. Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu. Et on parlait de choses temporaires. Vous avez eu des confirmations? Bien, en fait, moi, les communications que j'ai de la part du CIS de Chaudière-Appalaches, du Centre intégré de santé et services sociaux, c'est que c'est une situation temporaire. C'est sûr que là, au niveau du moment de la diffusion de l'émission, on verra qu'est-ce qui sera passé à partir d'aujourd'hui. Mais moi, je fonctionne avec ce que j'ai comme information actuellement. Ils vivent avec la démission de psychiatres. J'imagine qu'ils ne peuvent pas contrôler si les gens démissionnent ou si les gens restent en poste. Puis ces démissions-là font en sorte que pour offrir le service, ils sont obligés de s'organiser à l'externe. Donc, présentement, c'est avec Saint-Georges-de-Beauce. Et toute l'information que j'ai, moi, c'est que c'est temporaire. Et on souhaite effectivement que ça demeure temporaire. Ils ont des efforts de recrutement à faire. Bien, tant mieux qu'ils le fassent. Et si on peut les appuyer, on le fera. Mais il faut que cette rupture de service-là ne soit que temporaire, comme ça nous a été dit. Devait être effective le 17 janvier. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'information que j'ai aussi. Mais il n'y a rien présentement, moi, dans l'information officielle qui m'a été transmise qui me dit que ce serait un transfert permanent. Ce n'est qu'une rupture de service temporaire en fonction de la démission des psychiatres. Et ils font des efforts de recrutement. Et je peux comprendre qu'ils ne contrôlent pas les démissions, mais en autant que les efforts se fassent pour le recrutement et puis que le service puisse continuer à se donner chez nous. Parce que ces services-là sont absolument essentiels chez nous, là. C'est essentiel chez nous. Ils viennent d'investir près d'1 million de dollars pour rénover l'aide psychiatrique. Et puis, évidemment, il y a d'autres services connexes aussi. Là, ça fait travailler des gens, là, des gens dans différentes spécialités. Donc, c'est absolument essentiel que le service continue de se donner chez nous. Donc, on va leur souhaiter que le recrutement se fasse de façon très rapide et que le service revienne de façon très rapide chez nous. Je suppose que vous allez suivre le dossier de très près. On va certainement suivre le dossier et on va s'assurer que ça demeure temporaire comme ça nous a été dit. M. Brousseau, il nous reste à peine 2 minutes. Moi, je serais prêt à vous laisser le temps de souhaiter vos vœux de l'année à la population. Bien, c'est bien gentil. Alors, j'aimerais souhaiter pour l'année 2018 une excellente année à tous nos citoyens de Thetford et de la région environnante aussi. La santé pour toute votre famille, bonheur, prospérité et que vos projets les plus chers se réalisent. Donc, bonne année à tous. Alors, M. Brousseau,
Un grand merci de vous être présenté à cette entrevue. Ben, merci de m'avoir invité. Et puis, on va sûrement avoir l'occasion de se reparler pendant les 4 prochaines années. Ben, je l'espère. Alors, quant à vous, on vous remercie également d'avoir été des nôtres et on vous invite à être encore là à une prochaine émission de Zoom Appalaches. Alors, à tous et à toutes, une excellente semaine.